L'homme qui gouverne dans l'ombre, Ngo face au test de l'aéroport. Un pays sans président visible depuis plus de 2 mois. Un homme, resté dans l'ombre pendant 15 ans, qui se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Et une lettre, adressée directement à lui, qui pourrait bien devenir un test grandeur nature. Alors que le Cameroun retient son souffle en attendant le retour de son président, une question s'impose avec une acuité nouvelle. Qui, concrètement, gère les affaires du pays pendant cette absence? Un nom revient sans cesse dans les conversations, les analyses, et désormais dans une correspondance officielle. Restez avec nous, cette histoire dépasse largement une simple question de logement. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons d'abord ce que l'on sait avec certitude sur l'homme au centre de cette affaire. Ferdinand Ngo occupe le poste de secrétaire général de la présidence de la République depuis le 9 décembre 2011, soit près de 15 années consécutives à ce poste stratégique. Il a été élevé au rang de ministre d'État en janvier 2019 et détient depuis février de la même année une délégation de signature du chef de l'État. Un pouvoir qui lui permet, dans certaines circonstances, d'agir au nom du président lui-même. Il préside également le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures. Précisons un point institutionnel important. Ce poste de secrétaire général n'est pas prévu par la Constitution comme un poste de gouvernement à proprement parler. Il n'implique aucune élection, aucune investiture parlementaire, et selon plusieurs juristes consultés dans la presse, aucun compte à rendre formel devant une instance autre que le président qui l'a nommé. Ce contexte institutionnel prend une résonance particulière depuis le 7 juin 2026, date à laquelle Paul Biya a quitté le Cameroun pour un séjour privé en Europe qui, plus de 2 mois plus tard, ne s'est toujours pas achevé. Durant cette période, plusieurs décrets ont été publiés, portant sur des nominations à des postes stratégiques, ce qui témoignerait, selon plusieurs observateurs, de la poursuite d'une activité décisionnelle au sommet de l'État, même en l'absence physique du chef de l'État lui-même. La question de savoir qui, concrètement, initie ou valide ces décisions reste toutefois un point que ni la présidence ni le gouvernement n'ont détaillé publiquement. Mais ce n'est pas tout. C'est dans ce contexte qu'une lettre aurait été adressée à Ferdinand Ngo, selon les informations rapportées, par des représentants de populations concernées par un projet de déguerpissement lié à la réhabilitation d'une infrastructure aéroportuaire. Selon cette correspondance, les signataires, décrits comme des représentants d'associations, de riverains et d'usagers de la zone concernée, ne s'opposeraient pas au principe même du projet de modernisation, mais demanderaient un sursis, ainsi qu'une meilleure prise en compte des conséquences sociales et humaines de l'opération. Précisons que nous n'avons pas pu vérifier de façon indépendante l'existence formelle de cette lettre au moment de la rédaction de ce script. Nous la rapportons donc telle qu'elle nous a été présentée, au conditionnel. Selon les éléments rapportés, la zone concernée abriterait une population dense, avec notamment une école primaire publique accueillant environ 500 élèves, une école maternelle publique, ainsi qu'un établissement privé. La crainte exprimée par les signataires porterait sur le risque de voir des milliers de personnes perdre leur logement et leurs activités économiques, dans un contexte déjà marqué, selon eux, par des difficultés économiques et une hausse du coût de la vie. Parmi les revendications formulées figurerait la mise en œuvre d'un plan de recasement, l'identification de sites d'accueil pour les établissements scolaires concernés, et un mécanisme d'indemnisation jugé juste et préalable pour les familles affectées. Voilà pour les éléments rapportés. Tout le reste, la suite qui sera donnée à cette demande, le rôle exact que jouera Ferdinand Ngo dans ce dossier, et plus largement la nature réelle de son influence sur la gestion quotidienne du pays pendant l'absence présidentielle, relève, à ce stade, de l'hypothèse et de l'observation. Et c'est précisément là que ce dossier devient révélateur d'enjeux bien plus vastes. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, il y a ceux qui voient en Ferdinand Ngo l'homme naturellement désigné pour incarner la continuité de l'État dans cette période troublée. Pour ce camp, sa longévité exceptionnelle au poste de secrétaire général, sa maîtrise reconnue des rouages administratifs et sa délégation de signature en ferait, de facto, l'interlocuteur incontournable des populations en cas de besoin urgent, un rôle que la lettre des riverains de la zone aéroportuaire semblerait, selon cette lecture, venir confirmer. De l'autre côté, un climat de rivalité intense semble caractériser le sommet de l'État camerounais depuis plusieurs mois. Selon plusieurs médias, une compétition feutrée mais bien réelle opposerait plusieurs figures pour la succession, dans un contexte où le poste de vice-président créé par la révision constitutionnelle d'avril 2026 resterait vacant. Parmi les noms régulièrement cités, Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, Oswald Babok, son adjoint, déjà au cœur d'une affaire distincte de faux décrets présidentiels, Franck Biya, fils du chef de l'État, présenté selon plusieurs sources à différents interlocuteurs politiques internationaux, Chantal Biya, épouse et confidente du président, ou encore Louis-Paul Motaz, ministre des Finances. Chacun de ces noms se heurterait, selon différentes analyses, à des résistances propres au sein du sérail. Mais ce n'est pas tout.
Cette rivalité présumée a récemment pris un tour plus frontal encore. Selon plusieurs révélations, un ancien cadre du renseignement à la présidence, le capitaine Effoudou Aoussi, a publiquement mis en cause Ferdinand Ngo, l'accusant d'avoir contribué au blocage de pourparlers de paix dans les régions anglophones et décrivant l'existence, selon ses propres termes, d'un circuit parallèle logé au secrétariat général, chargé selon lui d'intercepter et de réécrire des notes de renseignement avant qu'elles n'atteignent le bureau présidentiel. Des accusations graves, qu'aucune juridiction n'a, à ce jour, confirmé ni infirmé, et que nous rapportons ici uniquement comme les propos tenus publiquement par cet ancien officier, sans en établir la véracité. Une question demeure, suspendue au cœur de ce conflit. Dans ce climat de suspicion généralisée, la manière dont Ferdinand Ngo traitera la demande des riverains de la zone aéroportuaire sera-t-elle interprétée comme un simple acte de gestion administrative, ou comme un geste politique calculé, destiné à renforcer sa légitimité populaire dans la course, réelle ou supposée, à la succession. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Prenons maintenant un peu de recul sur cette affaire, parce que derrière une simple lettre et un projet de déguerpissement, on retrouve finalement une vieille recette de la politique camerounaise. Un petit dossier administratif qui finit par ouvrir une grande porte sur les couloirs du pouvoir. D'abord, il y a la question du timing. Si cette lettre est bien authentique, son arrivée au moment où le nom de Ferdinand Ngo circule avec insistance dans les discussions sur l'avenir du pouvoir mérite évidemment d'être observée. Attention, cela ne signifie absolument pas qu'il existe un lien direct entre les deux événements. Mais en politique, le calendrier parle parfois presque autant que les discours. Imaginons donc deux scénarios. Premier scénario, un sursis est accordé au projet de déguerpissement. Certains pourraient alors y voir un geste d'ouverture, une manière de montrer que les préoccupations des populations peuvent être entendues. Deuxième scénario, le calendrier initial est maintenu. Certains observateurs pourraient alors considérer que l'approche reste essentiellement administrative et institutionnelle, sans véritable changement de cap. Mais pour l'instant, aucun de ces scénarios ne peut être présenté comme une réalité établie. Et c'est justement là que notre fameux « on attend seulement » camerounais reprend du service. Parce qu'ici, avant même que la décision ne tombe, chacun commence déjà à analyser ce qu'elle pourrait signifier. Au Cameroun, parfois, le commentaire de la décision arrive avant la décision elle-même. Le problème de la légitimité. Mais derrière cette affaire se cache une question beaucoup plus importante. Qui contrôle réellement certaines fonctions au sommet de l'État lorsqu'elles prennent une influence considérable? Selon plusieurs analyses juridiques rapportées dans la presse camerounaise, le secrétaire général de la présidence occuperait une fonction administrative qui ne serait pas soumise directement au suffrage populaire. Il serait nommé par le président et exercerait ses responsabilités dans ce cadre. Cela pose une question intéressante dans un contexte où l'avenir politique du pays fait l'objet de nombreuses spéculations. Car lorsqu'une personnalité administrative devient suffisamment centrale dans le fonctionnement de l'État pour que son nom soit régulièrement cité dans les discussions sur la succession, une question finit forcément par apparaître. D'où vient sa légitimité politique? Et attention, poser cette question ne signifie pas accuser qui que ce soit. C'est simplement une question institutionnelle. Parce qu'au Cameroun, il existe une particularité assez fascinante. Certaines personnes peuvent devenir extrêmement importantes dans les couloirs du pouvoir sans jamais avoir demandé au peuple de voter pour elles. Le peuple vote pour les élus. Mais dans les bureaux climatisés, certaines décisions peuvent être prises par des responsables nommés. Et là, le citoyen ordinaire peut parfois se demander. Mais finalement, qui décide quoi, et devant qui doit-il rendre compte? Question simple. Réponse beaucoup moins simple. Et pendant ce temps, les populations attendent. Mais il ne faudrait surtout pas que les grandes discussions sur la succession, les rivalités supposées ou les équilibres au sommet nous fassent oublier l'essentiel. Les personnes directement concernées par le déguerpissement. Parce que pendant que les analystes discutent dans les studios, que les réseaux sociaux spéculent et que les observateurs scrutent les mouvements du sommet de l'État, il y a des familles qui, elles, regardent simplement leur maison et se demandent « Est-ce qu'on sera encore là demain ?» Et ça, c'est une autre dimension de l'histoire. Pour une famille concernée, un déguerpissement n'est pas une petite ligne dans un document administratif. C'est une maison, des souvenirs, des investissements, parfois des années de travail. C'est pourquoi, derrière les calculs politiques que certains pourraient voir dans cette affaire, il existe surtout une réalité humaine. La politique descend toujours du palais vers la rue. Et lorsqu'une décision administrative touche directement des populations, ce sont finalement les citoyens ordinaires qui en ressentent les conséquences. Alors, pendant que certains se demandent qui pourrait occuper quelle position demain, les familles concernées, elles, ont une question beaucoup plus urgente. Est-ce qu'on va nous laisser rester? Et franchement, cette question mérite au moins autant d'attention que toutes les grandes discussions de succession. Et si NGH devenait encore plus central?
Enfin, une dernière question mérite d'être posée avec beaucoup de prudence. Si, dans les prochains mois, Ferdinand Ngo venait effectivement à occuper une position encore plus centrale dans la gouvernance du pays, quelle serait alors la nature de sa légitimité politique? Parce qu'une chose est claire, une fonction administrative et un mandat électoral ne sont pas la même chose. On peut être puissant sans être élu. On peut être nommé sans avoir demandé directement les suffrages de la population. Et c'est précisément cette différence qui rend la question intéressante. Le véritable enjeu ne serait donc pas seulement de savoir qui pourrait arriver au sommet, mais aussi de comprendre sur quelle base institutionnelle et avec quelle légitimité cette personne exercerait son influence. Parce qu'au Cameroun, le fauteuil peut être une chose. La légitimité pour s'y asseoir en est une autre. Et pendant que les grandes manœuvres continuent peut-être dans les couloirs du pouvoir, le citoyen, lui, attend toujours des réponses simples, claires et vérifiables. C'est peut-être finalement cela, le véritable paradoxe de cette affaire. Au sommet, on parle de pouvoir. À la base, les populations parlent simplement de leur maison. Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Parlons maintenant, avec un peu de recul et cette petite pointe d'ironie à la camerounaise, de cette curieuse alchimie qui transforme parfois un haut fonctionnaire en guichet populaire de dernier recours. Parce que voici une situation assez particulière. Pendant des années, Ferdinand Ngo a évolué au sommet de l'appareil d'État, dans un univers où les décisions se prennent dans les bureaux, où les dossiers circulent de table en table et où la signature d'un responsable peut parfois faire avancer, ou ralentir, toute une procédure. Et aujourd'hui, voilà que des populations confrontées à un possible déguerpissement pourraient se tourner vers lui pour faire entendre leur voix. Le même système